Bonjour tout le monde. Merci de votre présence nombreuse ce soir pour ce webinaire des cahiers pédagogiques consacré à notre dernier dossier, prochain dossier qui va sortir en début de semaine prochaine, que vous aurez dans vos boîtes aux lettres et sur le site si vous avez un abonnement numérique. Ça, c'est le numéro 483 qui a pour titre Où va l'école maternelle? Je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique en retraite maintenant et membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Je suis accompagné, comme souvent et comme d'habitude même, par Ben Aïda qui va scruter le chat. Bonsoir Ben. Et bonsoir, Ben Aïda, je suis professeur des écoles, je suis aussi formateur à Carcassonne. Je suis également membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et voilà, je vous attends effectivement dans le chat pour vos questions, vos commentaires, vos réactions. À tout de suite. D'ailleurs, une synthèse du chat sera réalisée extrêmement rapidement. Je me demande même si elle ne l'a pas déjà faite en réalité par Assa Gori. Bonsoir Assa. Bonsoir tout le monde. Donc, à Sagory, je suis professeure de sciences de la vie et de la Terre en lycée dans l'Académie de Lyon. Et donc, effectivement, je vais me charger de la synthèse du chat de façon à ce que vous puissiez retrouver un résumé des échanges ou des points saillants, puisque les échanges de chat sont très riches. Alors, cette synthèse, vous la retrouvez sur notre site, cahier au pluriel-pédagogique .com dans la partie webinaire et elle figure, c'est un accès libre gratuitement, donc en format PDF téléchargeable. Vous pouvez voir et revoir nos webinaires et débats éducatifs sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous y abonner et de liker nos vidéos, ce qui permet d'augmenter notre visibilité. Cette chaîne YouTube est gratuite et d'accès libre. Vous pouvez aider à son maintien et à son développement en vous abonnant et en achetant nos publications ou même en faisant ponctuellement un don en allant sur notre site internet. Donc, je le répète, cahier au pluriel-pédagogique au pluriel.com. Comme toutes les associations et petites entreprises ou associations pour nous, la situation est complexe. Ce webinaire est organisé en partenariat avec l'Institut Fort-Prof que nous saluons ici et nous allons entrer dans le vif de notre sujet tout de suite en accueillant deux autrices pardon, et les deux coordonnateurs de ce dossier. Jacques Crinon. Bonjour Jacques. Bonjour à tous, je m'appelle donc Jacques Crinon, j'ai coordonné le dossier Où va l'école maternelle avec, on a coordonné donc à deux avec Maëlys Rousseau. Je suis membre également du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et j'étais avant ma retraite formateur d'enseignants et professeur à l'université Paris-Est Créteil. Alors, Jacques, en voyant le titre du dossier « Où va l'école maternelle ?», en fait, je me suis demandé quelle intonation il fallait mettre pour lire ce titre. C'est « Où va l'école maternelle ?» C'est une question. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Ou alors, mais où va l'école maternelle? C'est une catastrophe. Alors, est-ce que ce titre est le signe d'une angoisse de l'avenir ou un espoir d'évolution positive? Eh bien, sans doute les deux à la fois, et sans doute aussi une inquiétude sur le présent. Hein. Ce dossier, on l'a pensé. euh, le projet de ce dossier, c'est d'essayer de montrer quelle est l'école maternelle que nous voulons. Hein. C'est-à-dire à la fois une école qui respecte les besoins des jeunes enfants, et qui respectent leur bien-être, en particulier leur bien-être affectif. Et puis en même temps, c'est une école ambitieuse, une école qui stimule les apprentissages et qui fait tout pour que les enfants puissent se développer. Alors, on constate, malheureusement, aujourd'hui, on est nombreux à le faire, qu'on a tendance à l'école maternelle à négliger le premier aspect et à avoir une conception un peu étriquée des apprentissages, une conception sans doute même contre-productive, en les axant uniquement sur une
préparation à la suite. Hein. Donc, on a essayé de faire un dossier critique, critique de certaines pratiques, et puis aussi avec de nombreuses propositions, avec des exemples de situations d'apprentissage, d'organisation favorable à l'enfant et à ses apprentissages. Oui, comme toujours, les cahiers pédagogiques sont pour partie réflexifs sur le thème du dossier, mais aussi pratiques avec les auteurs, les autrices sont aussi des praticiens pour beaucoup, 80% peut-être. Je ne connais pas la statistique d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a. Jacques, peut-être. Là, sur ce dossier, on n'a pas fait la statistique, mais on a de nombreux praticiens, hein, et puis aussi des chercheurs qui rendent compte de leur recherche, mais des recherches pour beaucoup ancrées dans l'observation de situations dans des classes. Merci Maëlys Rousseau. Bonjour Maëlys, toi tu es coordinatrice et praticienne. Oui, bonjour Jean-Charles, merci. Donc oui, je suis praticienne, je suis maîtresse d'école en moyenne et grande section. Je suis aussi formatrice d'enseignants et j'ai eu la chance de coordonner ce dossier avec Jacques. Et tout de suite, moi, je voudrais poursuivre ce que disait Jacques au sujet de ta question. Notre objectif à nous, c'est toujours d'essayer de tisser les savoirs issus de la recherche avec les pratiques et de les resituer dans un contexte, dans le contexte de l'école que nous voulons. Puisque notre petite, comment tu appelles ça, on a au fond, voilà, au-dessus de notre titre, les cahiers, c'est changer l'école pour changer la société pour changer l'école. Donc, c'est vrai que nos propos sont à resituer aussi dans ce contexte et dans cet espoir d'une école qui sera toujours meilleure pour les générations à venir. Et comment est organisé ce dossier ? Oui, alors dans le dossier précisément, on l'a organisé en 3 axes. Le premier, c'est le premier aspect dont parlait Jacques, c'est un climat affectif favorable, donc une partie sur l'accueil. L'école maternelle, ça doit d'abord être une école accueillante pour les enfants. Donc, avec plusieurs articles, par exemple, on va visiter un dispositif de moins de 3 ans en REP. On a des textes qui parlent de l'importance de la bienveillance, même dans l'évaluation. Par exemple, un texte de Ghislain Leroy, un texte de Mireille Brigaudio. Sur l'évaluation. On parle aussi de l'accueil des parents avec Annie Fugain et Clotilde Jouzeau, qui toutes les deux nous ont offert des textes sur leur pratique de classe. Et puis, on n'a pas oublié non plus les adultes qui travaillent à l'école maternelle. Il faut qu'eux aussi s'y sentent bien. Et nous avons un beau texte de Rachel Aran qui parlera, j'espère, aux débutants sur le corps de l'enseignant, le corps de l'ATSEM aussi dans la classe. Donc ça, c'est notre premier axe, une école accueillante. Le second, est dédié à l'organisation, puisque l'école maternelle, la classe maternelle se prépare beaucoup dans l'organisation de l'espace, de la pédagogie. Donc, on a donné la parole à plusieurs pédagogies. Il y a la pédagogie Montessori avec l'article d'Audrey Tignon, la pédagogie de Germaine Tortel, et nous avons la chance qu'Elisabeth Trézalé soit là ce soir et nous en parlera. Oui, je vais même vous montrer des dessins parce que... Voilà. On a la pédagogie coopérative avec Clotilde Jouzeau, la pédagogie de projet, et nous avons aussi la chance d'accueillir Hélène Zavatin qui va nous parler d'un des projets qu'elle a mené dans sa classe. Il y a la classe dehors qui aura une place à travers un article en ligne de Jeanne-Claude Maury. Et puis, il y a des dispositifs comme les GS dédoublés en REP+, avec une interview de Samuel Trébert
Et il y a aussi, sans oublier, une réflexion sur les pratiques peut-être plus traditionnelles ou plus courantes de l'école maternelle, une réflexion peut-être un petit peu critique avec des questions posées sur les rituels en maternelle, leur pertinence, avec des textes de chercheurs et aussi d'une IEN, Véronique Julien, et puis un texte de Christine Passerieux. Voilà, et notre dernière partie est consacrée aux apprentissages. Donc, le langage, évidemment, a une belle place avec beaucoup d'articles, celui de Jacques Crinon, Martine Jaubert et Maryse Rebert également, un texte sur l'écriture de Marie-Thérèse Herbato-Poudou, mais aussi les mathématiques avec Serge Petit et Sophie Gobert, et puis une belle place aux arts, aux sciences, avec Sylvie Catoire et Samuel Trébert. Voilà. Merci. Oui, c'est un dossier très, très riche, véritablement. Et je voudrais insister sur un point. Il va de soi que Où va l'école maternelle? Nous posons la question, qui est la question du dossier, mais ce webinaire ne se suffit pas à répondre à la question. Nous allons survoler, vous présenter des articles, et le mieux quand même est d'acheter, au-delà du webinaire, d'acheter cette publication, voire de vous abonner ou de faire abonner vos établissements. Je vais vous montrer un dessin avant de vous présenter Elisabeth Trésalé. Voilà, je vous montre des dessins. Je n'ai pas leur date exacte, je crois qu'on est au tout début des années 60. Oui, pour cela, on m'entend là, Jean-Charles? Oui, oui, tout à fait. Donc, oui, pour cela, effectivement, plutôt les années 60. Mais celui-ci est magnifique. Au siège de l'association, on a à partir des années 46. Oui. Voilà, parce que Elisabeth, bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter d'abord, pardon. Je suis Elisabeth Trésalé, donc inspectrice honoraire de l'éducation nationale depuis décembre 2020 et présidente de l'association Sur les pas de Germaine Tortel. Alors, moi, j'ai eu la chance de voir ces dessins suite à une bêtise que j'avais faite dans un précédent dossier sur les arts à l'école. En gros, il a fallu que l'on fasse un article sur Germaine Tortel, et j'ai découvert une pédagogie que j'ai trouvée absolument extraordinaire. D'abord parce qu'elle est artistique aussi, mais ce n'est pas son but, on en parlera peut-être, et par la beauté des dessins que j'ai vus. Alors, qui est Germaine Tortel, Elisabeth? Est-ce que c'est un exemple de ce qu'a été et pourrait être encore l'école maternelle? Alors, Germaine Tortel est tout d'abord une contemporaine de Célestin Freinet. Et comme lui, elle a participé à une forme de renouveau pédagogique en prenant appui sur les travaux des chercheurs. Et puisqu'on parlait à l'instant avec Jacques et Maëlys de tissage des savoirs, elle a été la première finalement à faire entrer les universitaires, la faculté à l'école en permettant des observations et voire même des expérimentations. Je parlais en particulier des psychologues et des psychanalystes. Elle a été inspectrice des écoles maternelles de 1932 à 1962, soit 30 ans. Oui. Et elle a impulsé une pédagogie basée sur l'expression et sur l'écoute de l'enfant. Une pédagogie qui s'adresse à l'être total de l'enfant et qui est prise en considération à la fois dans sa parole et dans ses productions, qu'on pourrait appeler ses œuvres. L'appel à l'expression personnelle de chaque enfant au sein d'un groupe, où règne à la fois la confiance et le respect de chacun, favorise une dialectique permanente, une dialectique qui est constructive dans la recherche des valeurs humanistes, ce que prenait Germaine Tortel. Elle qualifiait cette pédagogie de pédagogie d'initiation, initiation au sens où l'enfant s'initie à la vie en société et aux activités culturelles. Germaine Tortel disait « L'initiation est autrement complexe et exigeante que l'apprentissage. L'apprentissage n'est que la partie technique de l'initiation. L'initiation n'est jamais finie car elle se confond avec la culture. »
Elle mettait au centre de la pédagogie la question du projet fédérateur du collectif, avec également la résolution de problèmes. Et là, on retrouve vraiment une terminologie d'aujourd'hui. Pour l'enseignant, il s'agissait d'accompagner, selon Germaine Tortel, accompagner, c'est permettre à l'enfant d'être confronté à un problème, de l'examiner par des moyens concrets, d'affronter le problème par l'observation et d'expérimenter par des solutions diverses. L'enseignant, il est finalement posé comme celui qui éclaire le chemin afin que l'enfant cherche, trouve des solutions pour franchir des obstacles et ainsi, par l'effort, se dépasser soi. Accompagner, c'est aussi intervenir. Et les interventions, elles définissent clairement dans l'ouvrage Un avenir possible pour l'école maternelle qu'a fait Jean-Charles Pétier, vous pourrez trouver ce qu'est une intervention selon Germaine Tortel. Elle a occupé à sa retraite la première chaire de pédagogie sur l'école maternelle à l'Institut national de recherche pédagogique. Et pour l'enseignant du XXIe siècle, les pratiques révolutionnaires en 1940 restent, me semble-t-il, toujours d'actualité. Oui, parce que c'est une pédagogie qui, je vous ai montré des très beaux dessins, mais c'est une pédagogie qui va au-delà du dessin, évidemment, puisqu'elle passe par une oralisation du geste, par un geste qui est, voilà, un geste qui est répété, qui est travaillé, qui est réfléchi, qui est soumis à la critique de l'autre aussi, et à la réflexion préalable. Si on dessine un coq, qu'est-ce qu'on dessine dans ce coq? Mais on reviendra sur tout ça, parce que bon, moi, je suis vraiment, je pense que j'aurais adoré être prof de maternelle pour travailler dans les traces de Germaine Tortel. Voilà. Et mais juste une précision, le dessin n'est que la partie immergée de l'iceberg. Oui. Parce que toute la partie cachée, c'est quand même tout le travail de préparation de l'enseignant et tout ce qu'elle a à faire avec les enfants. Mais on y reviendra. Oui, j'imagine. Bonjour Hélène Zavatin. Bonjour Jean-Charles, donc je suis Hélène Zavatin, professeure des écoles. Je travaille en maternelle depuis de nombreuses années, j'ai des grandes sections depuis longtemps aussi, et je suis membre de l'AGM, une association d'enseignants d'école maternelle qui a pour objectif d'étudier toute question d'ordre pédagogique et de défendre et promouvoir les droits et intérêts des enfants et des équipes pédagogiques. Oui, alors donc tu écris un article qui s'appelle « Grandir, c'est s'ouvrir ». Alors de quel type d'ouverture parles-tu? Ouvrir sur les autres, ouvrir sur le monde. En fait, cet article, il est venu à la suite d'un travail qui a été mené l'année dernière pour le congrès AGEM 2022. Il s'agissait c'était sur le thème « Vivre et ressentir le temps à l'école maternelle » et il y avait un axe de travail en particulier sur grandir et devenir un citoyen éclairé. Et donc, mon article parle en effet, donc grandir, c'est s'ouvrir. Et il présente des projets qui ont été montrés lors de ce congrès. Voilà. Oui. Et en particulier, donc, moi, l'année dernière, donc, j'avais ma classe à mi-temps puisque je préparais le congrès en parallèle, mais j'ai pu quand même mener un projet sur l'année, un projet de correspondance avec une classe roumaine. L'objectif était de travailler l'éveil à la diversité linguistique et culturelle. Donc, l'objectif, c'était de prendre conscience que la communication peut passer par d'autres langues, déjà faire prendre conscience de cela aux enfants, et avoir une étude réflexive des autres langues et aussi favoriser le développement d'une conscience phonologique et langage oral. Parce que ça fait peur de parler de langues étrangères en maternelle, mais ça favorise le développement de la conscience phonologique et de tout le langage oral, et ça consolide le français. Oui, et c'est quelque chose qui relève de la découverte de l'altérité, en fait. Tout à fait. Ce qui est un point... Et c'est dans les programmes. Oui, c'est dans les programmes, c'est ça, oui. Et donc, pour présenter brièvement ce projet, donc moi j'ai travaillé tout au long de l'année, j'ai commencé par un travail très modeste à l'automne, et puis j'étais pas satisfaite parce que je trouvais que
les enfants étaient peu impliqués. Et puis, j'avais très envie de monter un projet un peu plus construit, plus cohérent. Et donc, j'ai réussi à trouver une partenaire sur la plateforme eTwinning. Je voulais en trouver plusieurs pour travailler sur les langues romanes. Mais bon, j'ai réussi à trouver une partenaire donc roumaine, oui. Et nous avons fait des échanges de comptines et jeux dansés autour de la comptine numérique, en fait. Donc, le jeu 1, 2, 3 soleil, mais d'autres rondes partant de cette comptine. Voilà. C'est-à-dire que les enfants roumains entendaient la comptine en français et à l'inverse, les Français l'entendaient en roumain. Tout à fait, c'est ça. Oui. Et donc, il y avait un gros travail à la fois de préparation du matériel avec ses propres élèves et puis aussi l'exploitation de ce que nous recevions de la part des Roumains. Et donc, alors, préparation du matériel, ça voulait dire bien réfléchir justement à l'articulation, la qualité du son. Les enfants se sont posés beaucoup de questions. Est-ce qu'ils allaient comprendre? Donc, on a fait des vidéos. Après, ils se demandaient quand même. Enfin, voilà, il y a eu toute une réflexion autour de cette relation à l'autre. Alors, moi j'ai une question de prof de musique en fait, parce qu'il y a un support qui est double, qui est le support linguistique, mais qui est aussi le support musical. Est-ce qu'il y a une différence dans des comptines très connues? Est-ce qu'il y a des différences musicales? Je pense par exemple à Frère Jacques. Il y a une merveilleuse symphonie de Gustav Mahler dans laquelle il utilise une version de Frère Jacques en mode mineur. En mode mineur, c'est un mode qui donne une sensation plus triste. Et ça fait un effet extraordinaire pour une oreille française qui a l'habitude de l'entendre donc en mode majeur. Est-ce que les enfants ont ressenti des différences musicales aussi dues à la langue? Alors, nos comptines n'étaient pas les mêmes, en fait. Donc, on ne pouvait pas comparer, justement, parce que c'était des comptines différentes. À part la seule chose commune que nous avions, c'est le jeu 1, 2, 3 soleil. Oui. Mais en fait, l'objectif était plutôt d'étudier les mots nombres, écouter un petit peu dans les différentes langues, parce qu'en fait, mon projet, il a évolué au cours de l'année. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec la collègue roumaine, mais je voulais aussi faire découvrir d'autres langues aux enfants, parce qu'en fait, en début d'année, je me suis rendu compte que pour eux, langue étrangère était égale à l'anglais, en fait. Tout se résumait à l'anglais. Pour eux, une langue étrangère, c'était que ça. Donc, en fait, on a aiguisé leur écoute et donc, j'ai aussi étendu mon projet à d'autres langues et en particulier à la langue portugaise parce que j'ai eu la chance de faire un projet Erasmus avec un stage d'observation dans une école maternelle à Madère. Et donc, j'ai pu revenir avec des enregistrements aussi et on a donc travaillé aussi sur une deuxième langue. Et puis après, voilà, mon projet s'est même étoffé puisque j'ai un élève de ma classe qui était marocain et qui a voulu un jour nous apprendre à compter en arabe. Et donc voilà, et j'ai impliqué aussi la famille. Le papa m'a fait un enregistrement. Voilà. Oui, donc, ce projet est parti vers d'autres pistes et était très, très riche finalement à la fin. Oui, oui. Voilà. Je vous rappelle donc, que vous pouvez intervenir dans le chat, que Ben y est très attentif. Vous y voyez passer beaucoup de références bibliographiques, mais il est aussi là pour que vous échangiez, que vous nous posiez des questions. Jacques, dans ce dossier, et c'est quelque chose qu'on entend qui est comme une critique de l'école en général, l'un des axes importants est le problème des inégalités, de la lutte contre les inégalités, ou alors malheureusement de leur amplification et d'une sédimentation qui peut advenir à l'école maternelle. Comment lutter contre ces inégalités à l'école maternelle? Et peut-être même, je fais référence à un article que je n'ai pas noté, je suis désolé, qui est dans le dossier, qui parle de la façon dont certains enfants peuvent ne pas percevoir et comprendre un exercice de la même manière en fonction de la nature de l'objet qui est présenté. Et donc, comment travailler sur ces inégalités à l'école maternelle, Jacques? Oui, on a effectivement
un article très intéressant de Christine Passerieux qui aborde cette question et qui essaie d'analyser les choses et les difficultés de certains élèves, de certains jeunes élèves en maternelle. Dès la maternelle, évidemment, les inégalités existent. Les enfants, ils ne sont pas tous armés de la même manière. Quand ils entrent à l'école, ils ne sont pas tous armés de la même manière pour pouvoir réussir dans leurs apprentissages. Et en particulier, ce qu'on pourrait appeler savamment la socialisation langagière familiale, les distingue selon la manière dont le langage, selon la pratique du langage que les jeunes enfants ont dans leur famille, ils ont des manières de parler qui vont plus ou moins leur permettre d'apprendre à l'école. Il y a des familles où on utilise essentiellement le langage pour communiquer dans les choses les plus élémentaires de la vie quotidienne. Et il y a d'autres familles où on a des pratiques qui se rapprochent beaucoup plus de celles qui sont demandées à l'école, des pratiques qui amènent à raconter, à argumenter, à parler du monde. Et évidemment, ce sont ces pratiques qu'il s'agit de développer à l'école maternelle si on veut faire en sorte que tous les enfants soient mieux armés pour la suite. Et ça veut dire des pratiques un peu comme celles, des pratiques pédagogiques, un peu comme celles dont Hélène vient de parler, des pratiques de projet, et surtout pas des pratiques qui seront, qui vont privilégier des dialogues de type question-réponse plus ou moins fermés. Et donc, oui, certes, l'école maternelle, c'est un lieu où peuvent s'accroître les inégalités, mais c'est aussi un lieu où on peut précocement essayer de les combattre et surtout, pour répondre à ta question de manière beaucoup plus synthétique, je dirais que la première condition pour lutter contre les inégalités, c'est de ne pas sombrer dans le fatalisme, ce fatalisme sociologique qui nous ferait croire que parce que les enfants n'arrivent pas égaux quand ils entrent à l'école ne pourrait rien pour eux. Quand j'ai commencé ma carrière, une collègue m'avait offert un livre qui s'appelait « Tout se joue avant 6 mois ». Est-ce que tout se joue dès l'école maternelle, quoi, on pourrait dire ceci c'est Maëlys, peut-être une réaction après. Oui, alors heureusement que non, tout se joue pas avant 6 ans, bien au contraire, les enfants, ils sont dans une dynamique d'apprentissage, de conquête du monde, de conquête de leur pouvoir d'agir à l'école maternelle, et il faut absolument se saisir de cette opportunité. Et c'est vrai que je pensais à cela exactement quand Elisabeth parlait de la pédagogie Tortel, où l'on cherche à mettre l'enfant face à des problèmes, ce que fait également Hélène Zavatin quand elle réfléchit avec eux sur, bien, après tout, ces enfants qui ne parlent pas notre langue, qui ne connaissent pas notre environnement, comment vont-ils comprendre la comptine que l'on veut leur apprendre? Comment peuvent-ils comprendre les mots? Est-ce que finalement on pourrait arriver à les faire rire alors qu'on ne se connaît pas, qu'on ne possède pas les mêmes références? Vous imaginez la complexité d'un tel problème pour des enfants d'école maternelle, et pourtant on va chercher à les mettre d'entrée de jeu face à cette complexité, s'y attaquer avec toutes les différences qui sont présentes dans le groupe, avec une attention évidemment particulière pour les enfants qui n'ont pas ces pratiques-là de réflexion autour du langage, comme le disait Jacques. Oui, pardon, j'étais en train de relire mes notes. Hélène, peut-être, ou quelqu'un veut réagir encore? Ben, est-ce qu'il... Hélène, oui, pardon.
Elisabeth, pardon. Pardon, c'est pas grave. Je veux bien compléter les propos de Maëlys et de Jacques, parce qu'en fait, ce que je crois dans mes observations que j'ai pu faire des enseignants, c'est qu'il y a une certaine crainte à ce que l'enfant ne réussisse pas. Et pour qu'il réussisse, on va lui proposer des choses plus simple, parce qu'il est petit. Or, le complexe, c'est bien devant le complexe qu'on progresse, parce que c'est là qu'on se pose les questions, c'est là qu'on réfléchit, c'est là qu'on devient un investigateur. Et cette question-là, est-elle abordée dans les instituts de formation? Je n'en suis pas sûre. Est-elle approfondie en formation continue? Je n'en suis pas sûre non plus. Mais mettre l'enfant face au complexe, il ne faut pas que l'enseignant ait peur de mettre l'enfant face au complexe, parce que l'enfant, il a du potentiel et il faut croire en son pouvoir justement d'éducabilité. Oui, c'est le pouvoir et la puissance d'éducabilité des enfants est un des thèmes majeurs des cahiers pédagogiques. Hélène, ils ont un pouvoir de créativité aussi, ces enfants. On a déjà parlé de Germaine Tortel. Vraiment, je vous encourage à aller voir. Mais quelle est cette place des arts et de la créativité des enfants à l'école maternelle? Alors, je trouve qu'actuellement, on laisse moins de place qu'il y a quelques années à l'art en général. Et pourtant, la créativité est vraiment capitale et particulièrement pour la maternelle. C'est être capable de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. C'est ça la créativité. Et donc, ça développe des compétences qui leur serviront pour tous les autres apprentissages, hein. Ça permet donc le développement de l'individu, ça permet d'oser s'engager, oser agir, prendre des risques, sortir de sa zone de confort. Et donc, je trouve que dans les activités créatives, on développe particulièrement l'autonomie et la prise d'initiative. Donc, ça permet aussi, je crois que c'est Elisabeth qui parlait de résoudre des problèmes, il me semble, tout à l'heure, et trouver des solutions. Et la créativité est propice à ce genre de situation. Donc, on développe les démarches artistiques et aussi les compétences langagières. C'est très, très riche. Donc, on peut exprimer ses émotions, expliquer une démarche, parler de ce que l'on a fait, mais aussi de ce que de pont entre les différents domaines d'apprentissage. Et je trouve que ça permet de faire justement une pédagogie de projet très riche. Oui, il y a un petit problème de son, Hélène, là. Oui, j'ai l'impression d'avoir une connexion moins bonne là. Oui, un petit peu, je voilà. Ne peux pas faire grand-chose. Oui, la créativité, de toute façon, c'est aussi être dans l'espace qu'il y a entre les personnes. C'est un espace de jeu. Ça, il faut absolument continuer à lire ce vieux texte maintenant de Winnicott, Jeu et... quel est le deuxième terme? Jeu et réalité, pardon. Donc, ce sont des textes fondamentaux. Elisabeth, pardon, Ben, peut-être. Oui, peut-être. Oui, d'abord, une question de rebond, en fait. Il me semble que c'était pour Hélène. Oui. Comment avez-vous résolu d'Aurore, comment avez-vous résolu les problèmes de prononciation des élèves dans une langue inconnue? Ensuite, j'en profite pour aller encore un peu plus loin dans la différenciation, on va dire, avec une question d'Audrey qui parle, elle, qui pose la question, qui s'interroge sur comment accueillir un élève porteur de handicap avec un PPS, par exemple. Et puis, de façon beaucoup plus générale, une question de Julie. Où va l'école maternelle quand les programmes officiels visent un apprentissage de la langue technicisée, pensée pour être évaluable, de façon à répondre aux classements internationaux? Et du coup, quelle liberté reste-t-il aux enseignants? Voilà, à vous, vaste programme. Hélène, sur la première question. Oui, concernant la prononciation, bien en fait, à chaque fois, on s'attachait à se rapprocher le plus possible de ce que l'on entendait. Et évidemment, beaucoup d'écoute, on réécoutait longuement et il est important d'avoir des enregistrements de qualité. Et on s'est beaucoup attaché aussi à la musicalité de la langue et à l'accent tonique de certaines langues.
Et les enfants, finalement, prenaient plaisir à imiter. Donc, pour moi, c'est très important. Ils ont une capacité de toute façon auditive et de prononciation qui se perd en vieillissant. Hein. On se spécialise d'un point de vue linguistique et donc on perd les capacités d'imitation. Et c'est vrai que je me retrouvais dans la même situation qu'eux parce que je n'avais appris aucune des deux langues. Et donc, je leur ai exprimé aussi parfois mes difficultés et on s'entraînait ensemble, on répétait, voilà. Elisabeth, pour cette question du handicap et plus généralement de l'accueil des tout petits. Alors, je ne veux pas dire que les tout petits sont handicapés, hein, mais c'est tout de même se repose déjà la question de l'altérité, d'accueillir l'autre tel qu'il est aussi. Oui, Elisabeth. Je ne pense pas qu'on puisse répondre à la question sur le PPS telle qu'elle est évoquée là en répondant par les enfants de moins de 3 ans. Hein. Ce n'est pas tout à fait. Oui, tout à fait. Il peut y avoir des enfants de moins de 3 ans porteurs de handicap. Les dispositifs d'accueil et de scolarisation des enfants de moins de 3 ans, ce sont des dispositifs qui ont été créés pour la réduction des inégalités principalement, et ils sont dédiés normalement à des enfants fragiles, à des enfants éloignés de la culture scolaire. Hein. Dans ces dispositifs, enfin, au moment où on a installé ces dispositifs, c'était en 2013, hein, on a beaucoup appris de leur installation parce qu'on s'est bien rendu compte qu'un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, n'avait rien à voir avec un enfant de petite ou de moyenne section. Les écarts là sont très très grands en termes de développement de l'enfant tout simplement. Et du coup, les besoins sont autres. Donc, il faut s'enlever de l'idée dans ces classes-là d'une notion de dressage quelconque, puisque de toute façon, ils n'y répondraient pas. Les enfants ont un besoin majeur qui est un besoin moteur à cet âge-là. Ils ont besoin de bouger, donc il n'est pas question de vouloir qu'ils soient assis pendant un temps long. Les chaises sont plus ou moins à bannir, en tous les cas dans un premier temps, à enlever de la classe. Et je vous renvoie à l'article de Maëlys, hein, qui vous fait vivre une matinée de classe dans ces dispositifs d'accueil. Mais ils nous ont appris aussi, et je vais pour partie répondre à la question tâche complexe, justement. Dans ces classes-là, où on doit répondre aux besoins, il s'agit bien sûr d'organiser un milieu incitateur. Et par exemple, si on décide d'une activité peinture, on met à disposition des enfants les 3 couleurs primaires. Il n'est pas question d'avoir 10 couleurs. On les trouve bien sûr dans le commerce en tube, mais les 3 couleurs primaires nous permettent, en tous les cas, leur permettront incidemment de trouver peut-être que le bleu et le jaune, ça donne du vert. Et c'est autrement plus intéressant de le découvrir soi en tant qu'enfant que d'aller chercher le tube de peinture verte. Et ça devient pour le coup, pour répondre à la question tâche complexe, sortir le tube de peinture verte, c'est très facile pour un enseignant ou pour une ATSEM. Mais trouver que le bleu et le jaune, ça donne du vert pour un enfant, c'est un exploit, c'est une découverte qu'il faut valoriser. Et en ce sens, ces classes nous ont appris beaucoup ça. Dans le département dans lequel j'exerçais, on avait envoyé des enseignants des autres niveaux justement observer ce qui se passait dans ces classes-là pour bien leur faire comprendre qu'il fallait repartir de la manipulation, repartir de l'expérimentation et pas du tout donc imposer des fiches qui bien souvent fiches qui donnent finalement les enfants comprennent tout de suite ce qu'ils ont à faire. Hein, et ils ne réfléchissent pas. Et là, il n'y a pas de tâche complexe, hein, puisque la fiche induit je vais entourer ou je vais barrer, ou etc. Hein. Donc, ces dispositifs nous ont appris tout ça et ils ont principalement pour vocation de donner à ces enfants un plus grand accès aux livres, un plus grand accès aux jeux d'imitation et à tout ce qu'ils n'auraient pas à la maison. En ce sens, ils permettent le développement de la langue orale. On est donc sur les premiers outils d'acculturation par rapport à la petite section qui est la classe dans laquelle ils iront après.
L'élément important aussi de ces classes-là, c'est la participation des parents, parce que leurs parents sont bien souvent des personnes qui ont été meurtries à un moment donné à l'école et qui ont quelque chose à réparer avec l'école. Donc, les faire participer, leur expliquer les enjeux de cette classe, c'est aussi leur donner toute leur place et leur accorder tout leur rôle, leur place à laquelle ils ont droit, bien sûr. Et cette reconnaissance du parent va bien sûr rejaillir sur l'enfant en lui permettant de prendre confiance et de construire son estime de soi. Oui, je crois que l'article de Maëlys, qui est le premier de mémoire, hein, oui. Et pour cela est vraiment extraordinaire. Je te fais le compliment parce que tu décris une matinée dans une classe avec ses enfants. En fait, on pourrait presque se demander si le travail principal, une fois que l'installation de la classe, la sécurisation de la classe, le travail principal du professeur dans cette classe, c'est la sécurité affective de l'enfant et le regarder. Maëlys, peut-être. Oui, Enfin, mais tu vois, ça m'a frappé, moi. On peut regarder l'enfant. Il y a d'autres articles qui parlent de ça. oui, Ils font ça, je peux m'asseoir et je peux les regarder. oui. Oui, parce que le geste d'observation, c'est le geste fondamental de l'enseignant de maternelle. C'est observer pour pouvoir verbaliser, donner les mots à l'enfant qui vont lui permettre de communiquer ce qu'il fait. C'est donner les mots sur ce qu'il est en train d'apprendre. C'est mettre des mots sur des progrès, mettre des mots sur aussi le fait qu'on grandit, hein, parce qu'à l'école maternelle, on apprend grâce à la classe, grâce à l'enseignant, mais également on grandit beaucoup parce que c'est le temps du développement et on parle l'école aussi. Hein, donc, c'est vrai que je rends hommage hein, dans cet article à une maîtresse et son ATSEM qui sont extraordinaires et qui travaillent en équipe d'ailleurs. Et donc, j'ai été très émue par cette matinée avec les tout-petits. Oui, mais ça se ressent vraiment à la lecture. Enfin, c'est un article de pédagogie pure, quoi. J'espérais bien, avec cet article, réussir à me faire embaucher comme ATSEM dans cette classe. C'était possible. Ça m'aurait énormément plu. Voilà. Mais je voulais aussi, si tu permets, rebondir. Je t'en prie, en signalant que ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Oui. Et ça passe à une vitesse folle. Voilà, on va essayer d'aller assez vite maintenant, pardon, pour tout le monde, pardon. Donc, je voulais dire un mot de l'hétérogénéité, puis Hervé est intervenu dans le chat. J'ai lu, j'ai trouvé que sa question tombait à point nommé. Est-ce que les tâches complexes ne favorisent pas les enfants les plus avancés au détriment des autres? Et justement, moi, je voudrais dire à Hervé qu'on voilà, on partage tous hein, cette difficulté de l'hétérogénéité dans nos classes à tous les niveaux hein, d'enseignement. Mais c'est vrai que l'école maternelle, elle propose des dispositifs pédagogiques comme voilà, on a parlé du tâtonnement, on a parlé des coins-jeux et on a parlé du fait que les enfants pouvaient profiter de modèles langagiers plus avancés que le leur pour apprendre. Hein, donc peut-être que les élèves les plus stimulés à la maison, ceux qui sont les plus à l'aise, les plus grands aussi, parce qu'on est nombreux à avoir des classes multi-âges, ils peuvent être soutenants pour les plus jeunes, les plus fragiles du point de vue langagier pour un peu que l'on leur donne l'occasion d'échanger ensemble. Hein. Cette occasion, elle est fournie, c'est vrai, par tous ces dispositifs pédagogiques, mais ce sont des dispositifs et dans le dossier, il y a plusieurs auteurs qui nous alertent là-dessus, qu'il faut utiliser avec certains points de vigilance. Hein. On peut pas nier que les groupes d'enfants gagneraient à être un peu à taille humaine, hein, que les effectifs soient un petit peu
un petit peu plus resserré. On parle aussi de laisser le temps de faire, de refaire, d'expérimenter et de parler sur ces expériences. Je pense à l'article de Sylvie Catoire et Samuel Trébert sur un dispositif en sciences. Et puis aussi sur justement ce que tu soulevais, la question de l'observation des élèves, savoir mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de faire, caler son enseignement sur ceux que l'on sent peut-être les plus fragiles, et que ce soit eux qui donnent un petit peu le rythme de la classe, et pas ceux qui sont très à l'aise et qui ont tout de suite tout compris, qui pourraient apprendre seuls. Alors, je ne voudrais pas laisser l'impression, je crois que c'est Claire qui a posé la question de l'accueil du handicap, d'un enfant handicapé, et je l'ai relayé peut-être maladroitement envers Elisabeth. Nous ne bottons pas en touche, loin de là. Peut-être simplement répondre à ce type de questions est d'une très grande difficulté, voire impossible dans le cadre d'un webinaire, parce que nous ne connaissons pas l'enfant, parce que nous ne l'avons pas regardé, et même avec nos expériences collectives, parce qu'on est tous très expérimentés dans ce webinaire, répondre il faut faire attention à lui, c'est peut-être le maximum que l'on peut dire, quoi. Quel est son handicap? Est-il moteur? Est-il cognitif? Enfin voilà, c'est extrêmement difficile de voir ceci. Et j'imagine bien que chez des collègues, je ne sais pas si vous êtes une jeune collègue ou une collègue confirmée, en tout cas, c'est très déstabilisateur parce que de toute façon, le handicap nous interpelle, quoi qu'il arrive, et nous ne sommes pas aidés à lutter contre les affects que nous pouvons ressentir. Voilà, c'est vraiment ce genre de questions très, très complexes, et je vous encourage en tout cas, comme une possibilité, de ne pas rester seul et d'essayer de trouver des aides, mais des aides de gens qui sont proches de vous. Institutionnellement, je ne sais pas si vous pouvez en avoir, mais voilà, c'est quelque chose qui me paraît important. Est-ce que je voulais rappeler aussi que ce dossier sortira en début de semaine prochaine. Je pense que ça sera lundi ou mardi, peut-être mardi. Les abonnements numériques l'auront sur le site et après, ça arrivera dans vos boîtes à lettres. Voilà. Elisabeth, il y a une question qui me paraît majeure. Alors, on va répondre un peu vite maintenant, mais et qui, quelque part, à chaque fois, moi, que je parle de l'école maternelle, j'ai l'association quand même de quelque chose comme, sinon un modèle, mais en tout cas, je vais utiliser le mot modèle, mais il est trop fort, de quelque chose qui pourrait être appliqué dans les autres niveaux, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une classe sécure en école maternelle? Et on pourrait dire, qu'est-ce que c'est qu'une classe sécure? Je suis sûr que la réponse serait, sinon la même, mais en tout cas très, très proche. Elisabeth. Effectivement, je pense qu'elle sera identique en école élémentaire. Hein. Ou en collège, enfin bon. Comment? Ou en collège, ou en collège. Oui, bien sûr. Pardon de ne pas y avoir pensé. C'est tout à fait juste, oui, oui. Quelle qu'elle soit, en tous les cas, tout au long de la scolarité obligatoire, c'est certain. J'ai eu l'impression, en regardant cet après-midi donc le PDF des cahiers pédagogiques, qu'une grande partie des articles, finalement, y répondaient. Et je dirais prioritairement accueillir chaque enfant avec ses différences et ses richesses. Et justement, pour revenir à ce petit enfant porteur d'un PPS, eh bien, l'accueil des enfants porteurs de handicap nous apprend beaucoup et l'observation nous permettra d'avancer. Je pense aussi à l'article de Christine Parserieux, hein, puisque l'école doit tenir compte des savoirs déjà là pour emmener chacun des savoirs de chacun et pour emmener tous les enfants vers le savoir. Ça, c'est l'article de Christine qui s'inscrit complètement dans les théories d'Elisabeth, j'ai oublié son nom maintenant, mais bon. Développer dans chaque classe une pédagogie du projet, ça me semble important pour donner du sens aux apprentissages. Ensuite, j'avais noté aussi penser l'espace et la place de l'enfant avec l'article d'Elisabeth Lazon.
organiser l'espace classe et répondre aux besoins de jeu des enfants en particulier, et ce, sur toute la scolarité maternelle, hein. Ne pas faire de la grande section un niveau préparatoire justement dans le but de réussir les évaluations. Non, non. Oui, les une enfants, maternelle supérieure, quoi. voilà, Matsup. exactement. On répond de par ces critères-là aux modalités spécifiques d'apprentissage de l'école maternelle, hein, là en l'occurrence apprendre en jouant. Dans la pédagogie de projet, elle porte finalement intrinsèquement les modalités spécifiques, apprendre en réfléchissant, apprendre en résolvant des problèmes, apprendre en se remémorant et apprendre en mémorisant. Faire jouer au collectif son rôle d'incitateur d'interaction, où chaque interlocuteur se nourrit finalement des savoirs de l'autre, et développer la critique constructive. Et là, je vais revenir à l'article de Germaine Tortel, puisque Germaine Tortel, finalement, elle était quand même très précurseur, puisqu'elle incitait ses enseignantes à observer les élèves, prendre des notes au quotidien. Et à l'association, nous avons des carnets de notes en grand nombre et puis des dossiers qui justement illustrent les progressions des élèves, de revenir, c'est-à-dire de s'exercer, de commenter les premiers jets ensemble et de s'inspirer de ce que font les uns les autres, et donc de mettre en mots tout ce qu'on produit en langage graphique, hein. C'est ainsi qu'elle a amené l'enfant à penser. Et pour finir, de développer un regard positif sur l'enfant, et l'article de Mireille Brigodion. Oui, tout à fait. Oui. Mais il ne faut pas oublier, peut-être, Jacques, je vais te D'un- donner la d'un parole, mot, c'est oui. il y a une sécurisation qui est aussi celle des parents. Voilà. Exactement, oui. Voilà. D'un mot, là, moi aussi, en reprenant certains des articles tout à l'heure, j'étais frappé par un mot qui revient très souvent dans beaucoup d'articles, c'est le mot confiance. Et il me semble que ce mot, il est très, très important. C'est un maître mot, hein, la confiance, avoir des enfants en confiance. Et pour que les enfants soient en confiance, il faut aussi que les parents soient en confiance, hein. Et dans plusieurs articles, on parle aussi de la manière d'accueillir les parents pour qu'ils soient en confiance, de parler, d'expliquer, de ne jamais disqualifier, hein, ni même indirectement, hein. Et puis, d'ouvrir l'école aux parents, montrer, les écouter aussi, et faire comprendre comment on y travaille. On manque de temps, je ne vais pas plus loin. Oui, mais en fait, moi j'adhère complètement. Et la place des parents, c'est simple. Si on ne veut pas leur faire de place, ils ne la trouveront pas. Mais en revanche, dès qu'on leur donne une place, elle peut être très belle, quoi, si elle est faite en confiance. Je regarde le temps qui passe. On va aller très vite parce que on n'a pas encore parlé, Maëlys, il y a une telle spécificité, je trouve, dans dans l'école maternelle. Est-ce qu'il faut une pédagogie très particulière? Est-ce qu'il faut donc une formation particulière qui est peut-être plus axée sur le développement de l'enfant? Encore une fois, là, je me demande clairement si c'est pas si tout le monde ne devrait pas avoir la même, hein, mais beaucoup plus axée là-dessus, Maëlys. Oui, mais c'est vrai que les jeunes collègues regrettent souvent, hein, de ne pas avoir beaucoup le temps de creuser la question des premiers apprentissages lors de leur formation initiale. C'est vrai qu'on constate aussi, hein, qu'ils ont beaucoup de demandes autour du développement de l'enfant. Autour qui découvrent, je ne sais pas s'il y en a parmi nous aujourd'hui, mais peut-être que c'est la première fois qu'ils entendent concrètement parler de pédagogie du projet ou ou de pédagogie coopérative, voilà. Donc des éléments comme ça pédagogiques sont aussi importants, il me semble, pour la formation des collègues. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi nous, je tiens à vous dire que c'est vrai que nous renvoyons à des articles, peut-être avec des propos chacune qui peuvent vous paraître un peu généraux parce qu'on a peu de temps, mais que chaque article creuse et propose des pistes. Hein, tous ceux que nous citons proposent des pistes concrètes pour réfléchir à votre pratique dès la semaine prochaine, puisqu'il sera là.
Mais si le webinaire ne peut pas être une formation en soi, enfin, mais en revanche, il peut avoir un aspect formatif par l'ensemble des références qui sont données, la plupart dans les cahiers, puisque c'est notre objet d'aujourd'hui, mais et d'autres aussi qui sont cités, puisqu'il y a les ouvrages, l'ouvrage de Jean-Charles Pétier, par exemple, sur Germaine Tortel. Il y a Oui, longtemps qu'on n'aura pas autant parlé de Germaine Tortel sur un webinaire. J'en suis ravi. Ben, pardon, je t'en je te prie. coupe sauvagement, mais je voulais aussi dire que les associations telles que la GEM, les CRAP Cahiers Pédagogiques et sur les pas de Germaine Tortel sont des associations accueillantes pour les Oui. jeunes collègues dans lesquelles on fait de la co-formation, chacune par nos moyens, mais je sais que le premier mercredi de chaque mois, on est toujours très bien accueillis au local de l'association de Germaine Tortel et qu'on est aussi très heureux au congrès de la GEM au mois de juillet. Voilà, donc ce sont des lieux de co-formation utiles. Bon, je jette un tout petit coup d'œil sur le chat et je vois une référence de Françoise Orsery à l'appétit et à l'apéritif. Ben, qu'est-ce qui se dit sur le chat? Je suis un peu inquiet. Non, rien de nouveau, sauf cette question peut-être qu'on pourrait peut-être approfondir en 45 secondes. L'apéritif, tu veux dire? Non, Oui, non. absolument. Non, comment dire, cette dichotomie là, entre les fondamentaux, lire, écrire, compter, parler, cette préparation voilà, cette injonction que l'on a de par les programmes, etc. Et puis ce besoin, cette nécessité, ce truc essentiel que l'on a à développer la créativité, etc., à prendre son temps à l'école maternelle. Donc voilà, que font, alors Maëlys parlait à juste titre des jeunes collègues, ils sont un peu perdus, dans voilà, cette injonction contradictoire, quoi. Jacques, il y a des fondamentaux à l'école maternelle. Oui, bien sûr, Voilà. mais beaucoup plus large que cette. Je terminerai par ce que je disais en tout début. En fait, on a une idée trop restrictive des fondamentaux. Et si on lit bien les programmes et instructions, les fondamentaux, hein, ça n'est pas seulement lire, écrire, compter. Hein, les fondamentaux, ils vont bien au-delà. Et j'ai essayé un tout petit peu de l'illustrer tout à l'heure avec un exemple que je reprends juste en 2 mots. On ne peut pas apprendre les usages du langage qui vont permettre de réussir à l'école si on se contente d'une manière de parler qui ne permet pas justement de développer ces usages réflexifs, ces usages cognitifs, ces usages qui utilisent le langage pour découvrir le monde, justement. Donc, les fondamentaux, c'est bien aussi l'ouverture vers l'esprit scientifique, et puis on disait tout à l'heure, on insistait tout à l'heure sur le corps, on insistait tout à l'heure sur le mouvement, on insistait sur le mouvement à propos des plus jeunes, des tout petits, mais c'est vrai tout au long de l'école maternelle. Ce besoin de mouvement est sans doute au-delà, mais en particulier en maternelle. Tout Oui, ça, ce sont des fondamentaux et qui sont dans les textes officiels. Oui, je suis un ancien professeur de musique qui faisait bouger ses élèves jusqu'en 3e, les faisait danser et tout, et ça dépasse largement l'école maternelle, ce mouvement. Un enfant de 3 ans ou de 4 ans qui se penche sur une trace d'animal sur le sol commence à apprendre à lire. Voilà. Enfin, il entre dans un processus de lecture. Je vais vous montrer à tous les 4 un dessin. Il y a des dessins dans nos dossiers. Et ce mois-ci, c'est Boris qui a fait les dessins. Donc voilà l'aperçu du dessin. Donc c'est un dessin qui vous allez entourer, sur la fiche, vous allez entourer 2 abeilles, mais juste 2, hein, enfin, etc., etc. Et l'hippopotame dit: laisse tomber, tu les as perdus. Alors, je vais vous demander de réagir très, très rapidement dans l'ordre de mon écran, par exemple. Alors, dans l'ordre, c'est Elisabeth qui commencerait. Comment tu vois ce dessin?
Par rapport à, moi, j'aurais envie de dire si les enfants font très rapidement l'activité parce que finalement, l'habillage de la fiche fait que c'est très facile à comprendre et on entoure ces deux abeilles, point barre, voilà. Mais on n'a pas compris pourquoi on le faisait, ça n'a aucun sens et surtout, on n'a pas construit le nombre. Hein. Oui. Voilà. Jacques? Oui, c'est peut-être pour ne pas, je partage ce qui vient d'être dit, hein, mais c'est aussi peut-être la caricature d'une évaluation, hein, puisqu'il y avait des questions dans le chat sur l'évaluation. Et je renverrai à l'article dans le dossier, à l'article de Mireille Brigodiot sur l'évaluation positive, là encore, hein, pour en ajouter sur ce que je viens de dire, les textes officiels insistent sur l'évaluation positive. Mireille Brigodiot le montre bien, et les analyses, et très souvent, les outils qu'on utilise sont contradictoires avec ce que disent les textes. Hein. Donc, ne nous laissons pas impressionner par une pression qui n'est pas une pression réelle. Hein, en tout cas, si on se réfère à ce que les textes nous demandent de faire. Maëlys? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Je l'interprète de la même manière, ce dessin. Peut-être aussi si on imagine une autre temporalité, peut-être que c'est Jérémy, hein, le prof cochon, essaye de donner une consigne. Ils n'ont pas commencé encore à travailler. Donc, je vois pour les jeunes collègues, attention, préparez votre consigne, soyez clairs. Sinon, la sanction en maternelle, elle est immédiate. C'est-à-dire qu'on a perdu, même si on a pensé à ne pas distribuer tout de suite la fiche, en général, les élèves ont des chaussures à scratch et ils sont déjà dessus, à faire du bruit et à jouer. Ils sont déjà en train d'expérimenter autre chose. Ça, c'est un vécu qu'on a aussi. Hélène? Je suis d'accord avec toi, Maëlys. Plus les enfants sont petits et plus les consignes doivent être claires et concises. Et en maternelle, privilégions aussi la manipulation. Oui, oui. Moi, je suis frappé que… Comment s'appelle c'est Jérémy, c'est ça, hein? C'est Jérémy, le professeur. Oui. Lapinou, c'est une classe de Lapinou. Ouais. Il ne les regarde pas, les Lapinous. En fait, il n'est pas connecté, il est au-dessus, il n'est pas connecté. Je trouve que Boris là, a été très fin dans ce dessin. Et c'est un jeune dessinateur qui promet, je pense. Hein. Et il a été très, très, très fin. Et le Jérémy ne regarde pas sa classe et ne s'aperçoit pas de ce qui se passe. Certains sont atterrés, il y a déjà des feuilles qui volent, il y a déjà de la colère. Et les ombres sont écrasées. Hein, enfin, voilà. On a commencé à parler, Jacques, de la pression de l'évaluation, quoi. C'est quand même une évolution qu'on entend, quoi. Préparons-les à l'écrit à l'école maternelle. Jacques? Oui. Alors, pression de l'évaluation, ce n'est pas forcément négatif, hein, le terme évaluer, on a besoin. Alors, on a plutôt utilisé le terme d'observer, hein, mais pourquoi pas aussi utiliser ce terme d'évaluer, de savoir où on en est, et accompagner, encourager les élèves dans leur réussite. La dérive, ce serait une évaluation qui ne constaterait que les manques, hein. Une autre dérive, ce serait d'évaluer, de passer son temps à évaluer au lieu d'enseigner. Hein. Donc, essayons de nous garder de ces dérives. Autre dérive encore, ce serait d'évaluer ce qui est le plus facile à évaluer. Hein.
À propos du langage, c'est le cas. Si on se met à évaluer, et c'est un petit peu la tentation des évaluations de CP, hein, que ce qui est facile à évaluer, c'est-à-dire des aspects, pour parler du langage, puisque c'est un peu ce que je connais le mieux, ce qui est facile à évaluer, c'est des aspects formels. Bon, alors c'est dommage, parce que du coup, on laisse à côté des choses qui sont tout aussi importantes. Le temps passe vite. Peut-être, Ben, une dernière intervention sur le chat. Non, c'est très calme. Les auditeurs boivent vos paroles. Voilà, et on en est encore à l'apéritif, donc. Et avez-vous, tous les quatre, j'aime bien poser cette question, est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez, ou un conseil plutôt, un conseil très simple? Voilà, je suis jeune enseignant, j'entre en école maternelle et je suis perdu. Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? Alors, Hélène, dans l'ordre de mon écran, encore une fois, et l'écran a bougé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, Hélène. Moi, je dirais ne pas vouloir aller trop vite avec les enfants, prendre le temps. Jacques. Être ambitieux. Être, pardon. Ambitieux. Oui. Ambitieux pour nos petits. Maëlys. Moi, je dirais de jouer, de réapprendre à jouer, à théâtraliser pour enrôler les élèves. Elisabeth. De les observer, de croire en eux. Tiens, Ben. D'être ami avec son ATSEM, qui est une personne formidable. Ah oui. Compétente. Oui. Et moi, j'ajoute de chanter beaucoup. Vraiment, chanter, j'ai la chance d'avoir beaucoup chanté en maternelle et de continuer d'ailleurs avec mon petit-fils, c'est génial. C'est vraiment des enfants qui se mettent à chanter en maternelle. Et ce n'est pas parce qu'ils ne chantent pas qu'ils ne chantent pas. Hein. Si vous ne les entendez pas, ils sont peut-être juste en train de chanter dans leur tête pour le moment. Ça arrive avec les tout petits, les petites sections. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre, Ben, Assa, pour ce webinaire, pour votre présence, pour ce dossier donc, qui va sortir en début de semaine prochaine. Je vous rappelle le numéro 583 qui concerne et qui a pour titre Où va la maternelle? Elle pourrait aller dans des endroits géniaux. Clairement, moi, je suis enthousiaste de cette école et du potentiel de cette école. Il est donc temps maintenant de clore ce webinaire en vous remerciant de votre présence et à tous sur ce webinaire. Je vous rappelle qu'il existe aussi une bibliographie commentée, une cytographie avec des références qui seront sur notre site. Les cahiers pédagogiques, c'est donc une revue associative. Elle paraît par le travail conséquent de nombreuses personnes. Il y a je ne sais pas, il y a 30, 35, 40, 50 auteurs peut-être, au moins je pense. Et quant aux personnes qui relisent les articles, il doit y avoir 6 ou 7 personnes qui travaillent sur la constitution de la revue. C'est une revue militante aussi, et les deux sont liés. Faites-nous connaître, adhérez. Faites adhérer vos établissements, rejoignez-nous, vous pouvez écrire dans les cahiers, tout le monde. Je suis rentré au cahier comme ça en écrivant un premier article et en me faisant critiquer, en me faisant aider à ce que ma rédaction soit meilleure. En vous abonnant, vous avez accès à un corpus de 10 000 articles en ligne sur les 10 dernières années, entre 8 et 10 000. Je crois que c'est 8 000, mais je vais dire 10 000 parce que ça fait mieux. Le prochain webinaire aura lieu le samedi 18 mars en matinée. Il s'agira d'un débat éducatif qui sera fait en collaboration avec la Revue internationale d'éducation de Sèvres. Et nous nous poserons la question de la collaboration et plus largement de la coopération telle qu'elle peut se faire dans le monde avec des exemples remarquables pris en Asie, au Japon. Vraiment, si vous ne connaissez pas ce qu'est le Tokatsu, je vous conseille d'abord de lire cette revue également et d'écouter ce webinaire. Si vous surveillez notre site, vous en aurez bientôt les liens d'inscription, etc., etc. Voilà, vous connaissez les modalités. Ce webinaire sera en ligne demain ou après-demain sur notre site et notre chaîne YouTube. Partagez le lien, faites-nous connaître, aidez-nous. Merci encore une fois pour votre présence. À très bientôt. Bonne soirée.